On va tout d'abord écouter Marie-Josée Taboada, qui est psychiatre, psychanalyste, fondatrice du réseau DAPSA, dont elle nous dira un mot. Elle va partager avec nous sa longue expérience de l'accueil et de l'accompagnement des femmes consommatrices de substances psychoactives. Elle va notamment parler, on va notamment voir avec elle en quoi la grossesse et la maternité réinterrogent le féminin, le maternel et le rapport aux produits chez les femmes présentant des produits additifs. Donc je vous laisse la parole. Une très longue expérience. Ça commence très bien. Je vais bien voir. Alors, juste un petit mot pour ce fameux réseau d'APSA, dont je suis effectivement la fondatrice. C'est un réseau de santé francilien et qui s'est fondé sur la mise en travail collective de toutes les personnes qui cheminent à côté de parents et de futurs parents, ainsi que de leurs enfants, c'est-à-dire tous les professionnels de l'obstétrique, de la périnate, de la PMI, d'Exapa, des CARU, de la justice, enfin tous ces, de la l'AEMO, l'AED, tout ça, et comment toutes ces personnes pouvaient essayer de mettre en commun leurs pensées pour cheminer autour de ces familles-là, chemin faisant, puisque ça fait maintenant une bonne quinzaine d'années que ça existe. Nous avons élargi un peu notre panel, à chaque fois que nous avons, c'est-à-dire, alors on travaille avec des enfants qui ont moins de 3 ans, hein, c'est pour la toute petite enfance, et nous avons élargi d'une part en travaillant sur les personnes qui, malheureusement n'ayant pas de conduite addictive, ne peuvent pas bénéficier d'un certain nombre de services, c'est-à-dire si une jeune maman est déprimée tout court, ben, on n'a pas grand-chose, donc on accepte aussi des dames, même si elles ne consomment pas. Et nous avons élargi aussi la question à l'accès aux soins des bébés, c'est-à-dire qu'après avoir travaillé la question de l'accès aux soins des adultes, comme la situation s'est considérablement améliorée depuis 20 ans, nous travaillons maintenant sur l'accès aux soins des bébés. Bon, enfin, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, en ce que je vous dis aujourd'hui, c'est pas le DAPSA qui parle. D'ailleurs, il ne sait pas ce que j'ai écrit, il ne l'a pas lu. C'est en mon nom personnel. Parce que, voilà. Parce que je pense que c'est en mon nom personnel qu'on m'a demandé de venir, d'ailleurs. Alors, c'est vrai que quand j'ai vu le programme, je me suis dit, en une seule journée, je me suis dit, mais les malheureux, qu'est-ce que vous allez pouvoir suivre en une seule journée sur un thème sur lequel on pourrait travailler ensemble, 2 ou 3 semaines, et on n'arriverait pas à bout de notre réflexion. Et donc, comme d'habitude, quand on présente, mon souci à moi, c'est d'avoir une idée nouvelle par an, ce à quoi je n'arrive pas d'ailleurs. Donc c'est comment éviter la répétition, la redite, toujours la même chose, je m'ennuie moi-même quand je le redis, faire du copier-coller, tout le monde s'en rend compte, c'est horrible. Donc là j'ai fait un copier-coller mais volontaire et je vous le déclare. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur 2 textes que j'ai écrits à propos du maternel, du féminin, des addictions. Le premier texte date de 1986. Il se trouve que 15 ans plus tard, en 2000, j'ai écrit un 2e texte sur cette question-là, et donc je me suis dit, tiens, et si on réinterrogeait ensemble ce que j'ai pu dire en 1986 et ce que j'ai pu dire en 2000 sur cette double question-là, et voir un peu si ce que j'ai dit est idiot, absurde, ou pas, voilà, et comment vous pouvez vous-même situer cette question dans une perspective un petit peu historique. Parce que je voudrais affirmer quelque chose de façon très volontaire. Je suis sûre absolument de rien et ma pensée est extrêmement incertaine. Et j'accepte bien volontiers de renoncer à ce que j'ai pensé si je me dis que finalement c'était bête. Ça ne me dérange pas du tout. Je n'ai pas grand-chose à affirmer, sauf une chose peut-être, c'est qu'on ne peut pas réfléchir le féminin, ni le maternel, ni les addictions, en dehors d'un contexte historique et politique donné. Et que si on ne le situe pas dans cette perspective-là, ce qu'on dit n'a strictement aucune valeur. Ce sont des notions éminemment relatives et pour lesquelles nous sommes traversés par des discours dominants ou pas qui nous forgent une pensée et qu'on ne peut pas faire sans ça. Donc probablement que ce que je disais en 86 est invalidé, pas parce que c'était idiot en soi, mais parce que la situation n'était plus la même 30 ans plus tard. Et j'en ai pas honte. Hein, oui, parce qu'il y a des gens qui sont clairvoyants très longtemps à l'avance. Galilée peut-être, mais enfin, c'est pas mon cas. Et en général, on les prend plutôt pour des fous, donc je ne suis pas très fort non plus. Donc je suis un peu là-dedans. Donc, moi j'ai fait. Alors ça s'appelle maternité addiction, là aussi je vais reprendre un peu ce terme-là.
je reprends toujours cette question, mais j'y tiens beaucoup. Personnellement, je préfère travailler sur la notion de dépendance, et non pas sur la notion d'addiction. Parce que quand je parle de dépendance, c'est un concept beaucoup plus flou, beaucoup plus ouvert, ce qui fait qu'on peut aborder d'une part la question de la dépendance pathologique, mais aussi la question de la dépendance non pathologique, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Personnellement, comme vous avez dit, je suis psychiatre, et donc a priori, les personnes que je rencontre, du moins dans mon exercice professionnel, sont plutôt des gens qui ont des problèmes psychiques. Hein, c'est-à-dire que les personnes névrotico-normales à peu près bien portantes n'ont aucune raison de me rencontrer. Et donc ma perspective et ma vision, c'est-à-dire ce que j'ai pu commencer à penser en ces 30 ans, est lié aux personnes que j'ai rencontrées. Et je pense que et donc ce que je vais vous dire, ça parle de personnes, donc de femmes ou d'hommes éventuellement usagers de produits de façon pathologique, ayant une dépendance pathologique, avec probablement des aspects psychopathologiques particuliers et morbides. Et que je pense que c'est l'intervention que Karine va vous faire tout à l'heure qui va nous donner une perspective beaucoup plus ouverte, puisque c'est à partir du forum de psychoactifs, où effectivement, il nous est loisible de penser que les personnes qui s'adressent à ce forum représentent une beaucoup plus grande diversité que la patientèle d'un psychiatre, qu'une toute petite partie de la population. Celle que j'aime voir d'ailleurs, je ne m'en plains pas, c'est le métier que j'ai choisi. C'est-à-dire il est évident que la femme, ça n'existe pas, mais la femme ou la mère usagère de produits, ça n'existe pas non plus. Vous allez avoir une multiplicité de personnes qui vont se trouver dans cette catégorie-là, et qu'il faut vraiment se méfier de toutes les généralisations qui sont parfaitement stérilisantes. Je dirais même qu'une femme n'est pas forcément la même en 1986, c'est-à-dire que je ne suis pas la même en 1986 qu'aujourd'hui. Donc, même ces femmes-là changent. Elles sont aussi inscrites dans l'histoire, enfin, en tout cas, je l'espère. Et que j'aimerais, deuxième message que j'aimerais quand même soutenir, que chaque fois que l'on rencontre une future mère, un futur père, une mère ou un enfant, ce soit à chaque fois une rencontre unique, singulière, et qu'effectivement, d'une certaine façon, on puisse oublier tout ce que l'on sait pour éventuellement le réapprendre avec la personne que l'on rencontre. Et qu'on se méfie des savoirs en kit, qui nous permettrait de mettre les gens dans des catégories, et puisqu'il s'est passé ça, forcément vous êtes comme ça, et forcément il faut agir comme ça. Je pense que c'est extrêmement délétère pour ces personnes et pour la relation en général. Donc en général, je vais prendre garde à préciser, mais je vais sûrement oublier de temps en temps si je parle du névrotico-normal de base, vous, moi, le voisin en face, ou si je parle des personnes ayant des troubles de pathologie particuliers. Je vais dire un petit mot sur la question de la normalité, puisque ce sont des femmes normales, des mères normales, oui, non, ça discute. Il me semble que, notamment dans ces questions liées à la parentalité, il y a un glissement, mais peut-être pas seulement, mais quand même, il y a un glissement entre ce qui relève de la norme et ce qui relève de la normalité. En général, on passe dans un glissement subtil de la norme. Alors les normes, je prenais Laurence Pernoud, première publication 1962, il y a eu 40 mises à jour depuis, et vous allez voir que les normes ont considérablement changé, mais que d'une certaine façon, si des personnes ne font pas ce qui est dans la norme, peut-être qu'elles ne sont pas normales. Et peut-être qu'il faut distinguer la normalité de la normalité, parce que c'est vrai que nous induisons comme ça une sorte de pensée négative sur des gens qui ne feraient pas comme nous, comme la norme fait qu'on fasse. Or, dans ce champ-là, dans le champ donc de la féminité, du féminin ou du maternel, les normes et la normalité sont très très proches et ont toujours le même poids. Je suis aussi une féministe convaincue, je vous dis. Non, mais comme ça c'est clair. Et justement, je lisais, il y a un petit travail sur un site où il y a 30 ans de couverture de Laurence Pernoud, J'attends un enfant, et il y a là ça m'a fait mourir de rire, mais c'est pathétique en même temps. Donc le visage de la femme qui est en couverture change. Maintenant, il n'y a plus de femme du tout, il n'y a plus que le ventre, c'est formidable. Mais bon, donc la femme change, donc elle est jeune, pas jeune, et à un moment donné, on dit maintenant c'est une femme, elle recouvre quelque chose de sa féminité, la preuve, ses cheveux longs. Riez, oui, riez. Voilà. Et si je parle de l'action de la norme, il y a une autre chose sur laquelle la norme et la normalité se confondent, c'est par exemple le téléphone portable. La norme veut qu'on ait un téléphone portable et on voit bien comment maintenant les gens qui n'en ont pas sont-ils vraiment normaux, puisque lorsqu'il y a eu cette fameuse affaire avec, comment il s'appelait, Coupa, ils n'avaient pas de portable, donc peut-être que c'était des gens dangereux. Donc c'est un petit préambule pour vous dire un peu dans quel cadre j'essaie de parler. Donc en 1986, première manifestation européenne de l'intérêt pour
ce qu'on appelait à l'époque la toxicomanie féminine. C'est donc le groupe Pompidou, le Conseil de l'Europe, qui fait un petit groupe d'experts, auquel je suis l'expert français en matière de femmes toxicomanes. Je suis expert français parce que personne d'autre voulait l'être, je vous raconte ceci. Je devais faire un groupe de travail, mais à part Jean Hébert, qui est donc le fondateur d'Horizon, je me suis retrouvé bien seul dans cette affaire-là, donc j'étais l'expert solitaire, donc je pouvais dire ce que je voulais, parce qu'il y avait personne pour contrôler. Voilà, et donc je ponds un petit texte à ce moment-là, et je dis déjà, il ne nous paraît pas judicieux d'oublier que toxicomane ou non, une femme reste une femme, et qu'il est indispensable de veiller à préserver ce qui relève de sa spécificité sexuelle, plus que de son intoxication. Alors évidemment, il y a des questions de vocabulaire, c'est que j'utilise le terme sexe et non pas genre. Disons qu'en 1986, les études de gender studies me passaient très largement au-dessus de la tête, et ça ne m'était pas bien l'idée d'utiliser ce mot qui était très peu utilisé à ce moment-là en France. Mais je pense aussi que je voulais parler de quelque chose un peu particulier, et quand j'ai donné ce texte, parce que j'ai donné ce texte à lire, parce que 86 ça me paraissait loin à quelqu'un, qui n'a fait aucun commentaire sur le contenu, ça m'a tout petit peu déprimé, mais en revanche, il m'a fait le contenu sur la forme, elle m'a dit quand même, à cette époque-là, on avait un langage sacrément plus cru, moins normé, justement, que maintenant, puisque tu parlais de sexe, de désir, de choses qui sont maintenant tout à fait inconvenantes. Ça m'a étonné, mais comme elle est plus jeune que moi, je l'ai cru. Mais bon, on sait bien que ces questions de genre sont quand même en France extrêmement difficiles à discuter, même si la Fédération a fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là, parce qu'effectivement, ça met en scène un débat tout à fait difficile à aborder, qui serait le débat entre l'essentialisme du féminin et l'existentialisme du féminin. Et évidemment du maternel, et on verra pas, ça n'aura peut-être pas le temps, de discuter si effectivement le maternel est compris dans l'essence du féminin ou pas. 15 ans plus tard, en 2000, à Colombes, chez Claude Lejeune, justement, je dis, voilà, vous ne m'en voudrez pas d'envisager cette question uniquement du côté de la mère de la femme. Ce n'est pas que je veuille exclure à tout prix le père de cette histoire, mais il me semble qu'à vouloir toujours tout globaliser, tout respecter, on ne doit pas perdre de vue des spécificités des uns et des autres. Pour le sujet qui nous intéresse, cela me paraît d'autant plus ennuyeux que l'approche des toxicomanies, quelle que soit l'école à laquelle on se réfère, ne fait pas grand cas de la différence des sexes, une différence des sexes que le psychotrope semble annuler, y compris pour les intervenants. C'était vrai encore en 2000, il semblerait que ce le soit un peu moins en 2016, mais on sait très bien, et je n'ai qu'à regarder l'assistance pour comprendre que ça reste quand même une situation compliquée. Ça m'étonnerait que la majorité des intervenants de Toulouse soient féminins. Or, il y a quelques courageux qui sont là, bonjour. Mais voilà. Et d'ailleurs, l'intitulé, c'est bien maternité et addiction. Donc on est toujours dans cette question-là. Et je continuais donc déjà en 2000 en disant il est frappant de constater que la toxicomanie féminine n'est travaillée que par rapport à la grossesse et à la maternité, à l'exception de 2 symposiums organisés donc par ce fameux Conseil de l'Europe. Donc dans le meilleur des cas, la toxicomanie féminine a fait plutôt l'objet de descriptions sociologiques ou anthropologiques qui relient la condition des femmes, de vie des femmes toxicomaniaques à la domination ou à la soumission au dealer ou au compagnon, dont elles seraient victimes, y compris dans les sociétés occidentales développées qui sont les nôtres. C'est vrai que nous vivons dans un pays où le neutre est masculin, ce qui fait qu'on a le sentiment de vivre, et pas forcément à tort, dans un monde majoritairement masculin, même si effectivement nous sommes une population majoritairement féminine. Et les femmes ont du mal à trouver une place là-dedans. Sauf sur la question de la parentalité, où alors les mères, je dis bien, pas les femmes, les mères trouvent toute leur place, mais à ce moment-là, les pères, eux, sont d'une certaine façon légèrement exclus, ou alors on les convoque à une place bien précise, il faut qu'ils fassent ce que les mères leur demandent de faire. Mais bon, on avance quand même petit à petit, et donc comme je suis aussi psychanalyste, ce qui nous a été indiqué, c'est vrai que j'ai plutôt travaillé la question sous l'angle psychodynamique, plus que sur l'angle sociologique, anthropologique, pour lequel je n'ai pas beaucoup de compétences. C'est vrai que la question de la grossesse et de l'accouchement, comme il y a une sorte de traversée corporelle de cette question-là, ne nous permet pas de faire un parallèle simpliste entre paternité et maternité. Les femmes portent leur enfant dans leur ventre et elles vivent une transformation corporelle. On a plutôt un autre dans son sein, ce qui n'est quand même pas une chose très très simple. C'est pas parce que c'est naturel que c'est facile à penser. C'est quand même un petit peu étrange cette aventure-là. Les hommes, eux, ont un corps indemne,
même s'ils peuvent grossir un petit peu, mais bon, quand même, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que le travail de paternité ou de paternalité est un travail abstrait, cérébral, hein, sans substrat somatique. Cela n'en réduit en aucun cas la valeur ou l'intensité, bien le contraire. Simplement, les mouvements qui vont animer les pères ne sont pas les mêmes que ceux qui vont animer les mères, et en tout cas ne sont pas forcément au même moment. Alors, c'est vrai que je disais ça en 2000 et que je ne dirais plus la même chose maintenant. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, quoi qu'on en dise publiquement, c'est vrai que l'arrivée d'une naissance est toujours perçue comme un signe manifeste de vitalité, mais cela n'empêche pas que l'annonce de cette naissance comporte néanmoins quelques éléments inquiétants, une certaine dangerosité. Même dans notre période d'avancée médicale notoire, où effectivement on a fait reculer notablement le spectre de la mort en couche, dans l'ordre du fantasme, il n'est pas sûr que les femmes ne soient pas traversées par des inquiétudes tout à fait archaïques. Et ça se voit d'ailleurs notamment, parfois il peut être amené à recevoir des femmes qui, suite à une échographie où elles ont pu visualiser le fœtus, sont traversées par une très grande angoisse de mort. Hein. C'est-à-dire, soit elles imaginent qu'il n'y a pas de la place pour deux et qu'elles vont mourir à la naissance de l'enfant, soit effectivement elles ont une idée de cet enfant qu'elles ne vont pas arriver à mettre au monde sans qu'il y ait des difficultés pour lui. Elles se sentent maltraitées par le fœtus, hein, c'est-à-dire qu'on perd ses dents, le corps devient tout flasque, ou au contraire, elles sont maltraitantes pour l'enfant. J'ai encore mangé de la salade mal lavée ou de la viande pas suffisamment cuite. Il y a des tas de choses qui font que les futures mères sont traversées quand même fantasmatiquement par des idées tout à fait pernicieuses, ce qui dans un temps pas si ancien que ça s'appelait la mère ou l'enfant, hein, quand il y avait des drames à la naissance, hein, l'accoucheur demandait au père qu'est-ce qu'on fait bien. Alors ces affects violents, je pense que la majorité des femmes enceintes les traversent et sont très difficiles à formuler et à verbaliser, surtout quand c'est une grossesse souhaitée. Hein, parce qu'effectivement, a priori, ça paraît, y compris par la femme elle-même, tout à fait incompréhensible que cette annonce d'un enfant à venir, qu'elle a attendu, qu'elle a désiré, ou qu'ils ont désiré ensemble, puisse provoquer des sentiments aussi violents qu'ils font percevoir. Ces femmes-là se perçoivent elles-mêmes comme des monstres, d'une certaine façon. Donc, pour une femme, la survenue d'une grossesse ou la naissance d'un bébé vont la confronter à toutes sortes d'interrogations et de réinterrogations sur elle-même. Bon, ce que des gens comme Myriam Lidowski, etc., ont longuement décrit. Hein, c'est-à-dire qu'après avoir réussi avec plus ou moins de bonheur à traverser la puberté, moment formidable, hein, et à acquérir une identité de femme, si tant est qu'on sache vaguement ce que c'est, parce que c'est pas très sûr qu'on sache ça, ce nouvel état de grossesse va venir de nouveau tout bouleverser, aussi bien sur le plan biologique que corporel et psychique. Hein, c'est-à-dire que on a le base de grossesse, on a les boutons, on les trous on les flasques, on les... Enfin, c'est galère. Donc il va falloir faire avec ce sentiment d'étrangeté, hein, vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire je ne me reconnais plus tout à fait, hein, et en même temps on est deux en un, ce qui est quand même un sentiment un peu étrange, et avec aussi cette question qui traverse toutes les futures mères, c'est est-ce que je vais être capable d'apporter à mon enfant tout ce dont il a besoin? Et la question de ce tout est une question évidemment tout à fait dévastatrice, parce que tout c'est beaucoup, parfois même c'est beaucoup trop. Et pour toute future mère, ou pour jeune mère hein, qui vient d'accoucher, quand je dis jeune mère, c'est que elle est jeune en tant que mère, donc elle est 40 ans, 25, n'a pas beaucoup d'importance. Hein. La question du féminin et du maternel va être de nouveau traversée par ces questions fatidiques que les femmes connaissent bien, c'est être comme ma mère, surtout pas comme ma mère, mieux que ma mère, ou jamais aussi bien qu'elle. On est là-dedans jusqu'au cou, et parce qu'effectivement nous sommes dans des cultures où la filiation est plutôt patrilinéaire, sauf peut-être au moment de la naissance d'un enfant, où on voit bien que c'est la filiation matrilinéaire qui là prend toute sa place, même si les hommes font beaucoup d'efforts pour se faire un petit trou quand même. Donc, avant même la naissance de son enfant, la femme elle est contrainte à passer du statut de femme à celui de mère au prix d'un renoncement. C'est vrai qu'il ne faut pas que je bouge. Qui est de ne plus être, de renoncer à être jeune fille, à être la petite fille de ses parents. Pour la majorité des femmes, ce renoncement s'est fait avant, enfin plus ou moins, même s'il est plus ou moins réactivé par la grossesse. Hein.
Et je raconte toujours une petite anecdote, je suis désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais c'est un documentaire qu'il y avait eu sur Antenne 2, c'est pour vous dire si c'est récent, qui avait fait un documentaire sur des femmes qui étaient enceintes, et il y avait 4-5 femmes, je ne sais plus, une très très jeune qui était chez ses parents, une pas très jeune du tout, 40 et quelques, et il y avait la névrotique normale de base, catégorie C, premier enfant, 28 ans, enfin, tout à fait bien comme il faut. Et la dernière image du documentaire était absolument formidable, puisqu'il y avait les bébés étaient nés, donc on voyait ces bébés avec leur maman, leur famille, hein. Et donc il y avait cette jeune femme avec son bébé, qui était un bébé bien, un beau bébé. Et elle allaitait, donc elle avait le bébé au sein, et sa mère à elle, donc la grand-mère du bébé était assise à ses côtés sur le bras du canapé, et nourrissait sa fille avec un yaourt. Voilà. Et lui donnait un petit pot. C'était très émouvant parce qu'on voyait bien comment, effectivement, cette jeune femme devenait jeune mère et se dévouait à son bébé, lui donnait le sein tout bien, mais que sa mère à elle acceptait que pendant 30 secondes, elle soit encore sa petite fille et lui donnait un petit pot comme si c'était aussi un bébé. Mais la grand-mère était loin d'être folle. Et la grand-mère disait face caméra, tu te rends compte de ce qu'ils doivent penser. Hein, c'est pour rire ce qu'on fait, c'est pas pour de vrai. C'est toi la maman maintenant. Hein. Il y avait à la fois la capacité de comprendre le besoin de cette jeune maman d'être encore un peu petite fille, et en même temps, elle inscrivait l'idée que bon, on peut faire semblant, mais c'est quand même semblant, c'est un jeu. Je trouvais cette image très très belle pour illustrer à quel point, dans toutes les familles, on est capable d'inventer des choses qui permettent de traverser comme ça des moments difficiles, que voilà, les gens ils bricolent des trucs et que ça fonctionne bien quand même dans la majorité des cas. Hein. Les psychiatres, on voit qu'une toute petite partie de la population. Les autres vont plutôt bien. Ils s'en sortent. Non, mais il faut s'en réjouir quand même. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on peut constater aussi, c'est que cet être mère, qui demande à renoncer non pas à l'être femme mais à être fille, est pas toujours simple, mais c'est aussi parfois, et j'y reviendrai plus tard, une des façons de traverser ce fameux être femme, hein, l'être féminin, dont on ne sait pas trop bien ce que ça pourrait être, mais ce qu'on sait bien, c'est que sur le plan social, c'est pas formidablement valorisé, alors que la posture maternelle ou la position maternelle, elle l'est, qu'il est bien plus sûr d'être mère que d'être femme, et donc pour certaines personnes, ça va être une issue formidable. Alors, évidemment, au bout de quelques semaines, quelques mois, un équilibre va s'instaurer de nouveau, et après cette naissance, au-delà des désordres hormonaux évidents, il y a de nouveau un rééquilibre qui va se former une fois ce temps passé. Mais il ne faut quand même pas oublier que quand même le bébé d'homme, il est né très immature, et que donc il va être dans un état de dépendance vitale à l'adulte. Et que cet état de dépendance vitale par rapport à l'adulte va créer une ambiance tout à fait particulière entre la mère et l'enfant, parce qu'ils sont en plein bouleversement et l'un et l'autre. Et d'une certaine façon, l'accouchement est quand même une césure, hein, c'est une rupture, c'est une séparation brutale, parce qu'un enfant qui naît ne reviendra jamais à l'intérieur du ventre de sa maman, hein, et que pendant cette période transitoire relativement brève, la mère va être obligée de recréer une ambiance, une continuité avec la période intra-utérine, de façon à ce que, et pour elle et pour l'enfant, il y ait une sorte d'annulation de la césure liée à la naissance et à l'accouchement de l'enfant. C'est ce que je disais en 2000, et en fait, je ne dirais plus du tout la même chose maintenant. Enfin, si, je dirais la même chose, je parlerai de la même nécessité de l'enfant d'être intégralement, affectivement et physiquement soutenu par l'adulte, mais j'ai dit l'adulte et j'ai pas dit la mère. Parce qu'il me semble, et dans mon expérience du réseau, donc des femmes avec lesquelles on travaille directement ou indirectement avec les professionnels qui sont autour de ces familles-là, que j'attribuerais maintenant la même faculté aux hommes. Voilà. C'est-à-dire que je pensais la diade uniquement mère-enfant, mère-bébé, et j'ai pu constater, nous avons pu constater à quel point ces hommes, qu'ils soient pères biologiques, géniteurs ou pas de l'enfant d'ailleurs, ils ne le sont pas toujours, et ils le savent, peuvent adopter une posture maternante dès les premiers jours de vie de l'enfant, à tel point que dans un certain nombre de situations, la sortie de maternité au domicile avec l'enfant se fait parce que le père est capable d'avoir cette attitude maternante, alors même que la compagne, pour des tas de raisons,
n'est pas en mesure de le faire. Alors, j'ai dit maternante, mais alors je ne sais plus comment dire ça, parce que je parlais de ça avec une amie qui est pédiatre dans un hôpital de l'ouest de la France, et qui me dit sèchement, pourquoi maternante? Bon, je dis, parce que si je parle d'image maternelle, pas de la mère, j'essayais de... Bon. Et elle me dit, pourquoi toujours assigner cette posture maternelle? Il y a peu, j'étais dans un autre hôpital, francilien pour le coup, j'utilise le même vocable, posture maternelle, et là je me fais prendre par un psychologue homme pour le coup, qui me dit que ce vocable maternel le gênait parce qu'effectivement ça faisait que sa position d'homme, alors maternant auprès du bébé, n'était pas reconnue comme une position paternelle justement. Alors c'est vrai que je n'ai pas trouvé de mots, mais je suis très embêtée avec ces deux remarques qui viennent de deux professionnels très très différents, très différents. Je me dis, s'il y en a 2 sur 2 qui font la remarque, c'est que elle doit valoir le coup d'être analysée ou réfléchie. Mais c'est vrai que je me suis dit aussi que quand on est auprès d'un tout petit, quand on est auprès des tout petits bébés, finalement, qu'on soit homme ou femme, père ou mère, ça n'a pas grande importance. Qu'en fait, ce qui agit chez nous quand on porte soin et attention à ce bébé, c'est que le bébé en nous est toujours vivant. Et plus nous avons un bébé en nous vivant, et plus nous sommes aptes à nous occuper d'un tout petit bébé. Là, à ce moment-là, peu importe que nous soyons hommes ou femmes, puisque et les hommes et les femmes avons été bébés à l'identique, et que c'est ça qui est utile au bébé. C'est de rencontrer un autre bébé, simplement qui a des moyens physiques, intellectuels de répondre à ses besoins, mais il est vraiment un peu en symbiose avec lui. Alors, effectivement, la question de la naissance va venir 5 minutes. Alors, je passe. Vous me direz, et la toxicomanie dans tout ça? Eh bien, rien. Justement, la toxicomanie, rien. Je n'ai rien trouvé. Parce que je me suis dit que tous ces mouvements, ce sont des mouvements qui traversent l'ensemble des femmes. Et que ces femmes soient usagères, toxicomanes ou pas, ça n'a strictement aucune importance. Alors, j'utilise toujours le terme toxicomanie parce que c'était les termes que j'utilisais à l'époque, que je me suis dit, je vais mettre le terme usagère, et en fait, non, j'ai repris le terme toxicomanie parce qu'effectivement, je suis psychiatre, je ne vois que des gens qui ont des dépendances pathologiques, et j'utilise par convention le terme toxicomanie pour les dépendances pathologiques. Les usagers de drogue qui ne sont pas forcément... On peut être usager de drogue sans être pathologiquement dépendant, et que ces personnes-là ne relèvent pas de la psychiatrie, donc ils s'appellent autrement, ils débrouillent, ça les regarde. Non, mais ils sont libres comme ils l'entendent, hein, ça c'est pas... Voilà, je tenais beaucoup à faire cette différence-là, parce qu'effectivement, moi si je veux parler de la question des produits, des drogues, comme on dirait, même si l'alcool est dedans, mais je pourrais, si j'avais le temps, je nuancerais entre les drogues illicites et l'alcool, mais je sais que je n'ai pas le temps. Il est évident que pour un certain nombre, un sous-groupe de ces personnes-là, hommes et femmes d'ailleurs, la question de la drogue va permettre de répondre d'une certaine façon à la question de l'individuation, à ce qui fait que je suis autre, à l'altérité. Je suis un autre dépendant, différencié de ma mère, différencié de mon père, différencié de mon compagnon, je suis un être unique. Et que c'est vrai que quand on n'est pas très à l'aise avec ces questions-là, et pas très à l'aise avec le fait que quand on devient autre, unique, on devient un garçon ou fille, homme ou femme, même s'il y a des chemins de traverse, quels qu'ils soient, hein, la question de la drogue, c'est une question qui permet d'éviter ça, parce que finalement, nous faisons partie du grand groupe des consommateurs de produits, et que ça, finalement, on est à peu près tous pareils, sauf que, évidemment, la grossesse va venir marquer que ce n'est pas vrai qu'on est tous pareils, puisque certaines plutôt vont pouvoir être enceintes, et que certains, eux, ne le pourront jamais. Hein, et qu'à ce moment-là, cette question de la grossesse qui surviendrait de façon inopinée, j'utilise le conditionnel bien volontiers, hein, parce que je ne suis pas sûre que ce soit si écrit trop. Voilà. Hein? Non, mais je viens finir à... alors, c'est vrai aussi, et pour amender un peu mes propos, même si je les ai coupés, quand j'ai écrit ce texte en 1986, même quand j'ai écrit celui de 2000 d'ailleurs, mais plutôt celui de 86, c'est vrai que la consommation de produits illicites n'avait pas l'audience qu'ils ont maintenant. C'est-à-dire que ça concernait une population bien inférieure, ça ne diffusait pas dans la population générale comme ça diffusait maintenant, et que probablement on se retrouvait devant un sous-groupe de personnes pour lesquelles la consommation était probablement liée à des problématiques psychopathologiques antérieures.
il est probable que ce soit moins le cas maintenant et qu'il y ait parmi les gens qui consomment des produits de façon y compris quotidienne, il y ait des tas de personnes, y compris du niveau normal de base, qui consomment des produits. Donc c'est vrai que je pense qu'il est important de resituer le texte dans cette période-là, c'est que moi je voyais des gens qui effectivement étaient dans les marges, et à tout point de vue, ce qui est moins le cas maintenant. Il est vrai aussi que la situation que le regard sur ces femmes, les femmes qui sont à la fois consommatrices de produits et mères ou futures mères, a considérablement changé. Et de mon expérience quotidienne maintenant dans ce champ-là depuis plus de 20 ans, je voudrais être témoin de l'évolution des regards et de la sollicitude des professionnels, de l'attention portée à ces mères et à ces futures mères. Et depuis quelque temps, je dois dire, aux futurs pères aussi. Aux pères un peu moins, mais aux futurs pères en tout cas oui. Alors évidemment, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des ratés dans les accompagnements, parfois par ignorance, parfois par idéologie, par idée reçue, parfois parce que l'inconscient vient travailler le professionnel qui fait qu'il va peut-être avoir un comportement inadéquat. C'est vrai dans un sens ou dans un autre. Il est vrai aussi que probablement que ce qui vient faire rater dans l'accompagnement, c'est que en deçà, je dirais, de la consommation de produits, les professionnels vont se trouver face à des pathologies psychiatriques qui sont camouflées par la consommation de produits, non perçues. Les choses vont être attribuées à cette consommation de produits, alors que ce qui vient déranger l'accompagnement ou la sécurité, ou le sentiment qu'on a de la sécurité de l'enfant, ne relève pas tant de la consommation de produits que de ce qui se passe à l'intérieur, dans la vie intrapsychique de cette femme. Alors, le fait qu'il y ait un meilleur accompagnement de ces situations-là n'a pas résolu le problème, loin de là. En fait, il a ouvert d'autres problèmes qu'il nous faut maintenant traiter. Parfois, dans la sollicitude qu'on porte à cette mère ou à cette future mère, l'enfant disparaît. En tout cas, il n'est plus l'objet central de l'attention. Il n'est plus dans le discours. Et de plus, la loi 2007 sur la protection de l'enfance renforce cet aspect-là. Certes, la reconnaissance des droits des parents me paraît tout à fait fondamentale pour éviter qu'ils ne sombrent dans une sorte de mainmise administrative qui leur retirait tout droit, et c'est une avancée, certes, mais ça nous oblige à réfléchir à la limite. Et je veux dire aucune limite, voire même aux états limites, c'est-à-dire à quel moment nous allons penser qu'il faut arrêter et se mettre à penser un petit peu à la sécurité, au bien-être et de l'adulte et de l'enfant. Et ça nous permet d'interroger effectivement la question de la consommation de produits, parce que la consommation de produits n'est peut-être pas un critère qui nous permet d'objectiver ces fameuses compétences parentales, d'ailleurs on est bien normal de définir. Parce que cette consommation, elle peut soit cacher, soit révéler quelque chose d'autre, de bien plus important, et nous allons être obligés donc de nous intéresser de nouveau à la psychopathologie, ce qui est bien plus compliqué. Je cite toujours l'histoire de cette dame que je voyais, une dame charmante, à qui le juge avait donné comme injonction d'arrêter de consommer des produits pour récupérer sa fille. Ce qu'elle a fait. Mais elle n'a pas récupéré sa fille. Mais elle n'a pas récupéré sa fille parce qu'elle avait un état psychique qui faisait qu'elle pouvait difficilement être maman à temps complet. Elle pouvait être maman à temps partiel, mais pas à temps complet. Donc il a fallu lui expliquer que le juge n'avait pas écrit la vérité sur l'ordonnance. Alors elle m'a aidé, puisque elle m'a montré une photo de sa fille en me disant elle a beaucoup changé, et c'était la photo d'une voiture. Donc j'ai pu dire, vous voyez, il y a des fois où la réalité vous est un peu étrangère. C'est pour ça que... Ah oui, vous pensez, je dis oui, c'est moi je pense. Ce qui ne veut pas dire que les week-ends, elle ne peut pas être avec vous, mais peut-être que 7 jours sur 7, c'est beaucoup. Voilà, comment, parce qu'effectivement, elle avait tout bien fait comme il fallait, cette dame, mais on avait oublié de lui dire l'essentiel, c'est que son rapport à la réalité était fluctuant, et que ça, et ça n'avait rien à voir avec les produits. C'était elle qui était comme ça, voilà. On s'entendait très bien, c'est pas le problème. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas se braquer sur la question de l'arrêt ou pas l'arrêt de l'usage, d'autant plus que parfois l'arrêt va plutôt provoquer des situations bien plus périlleuses que la consommation. Donc c'est là où il faut faire preuve d'une sorte de subtilité, et c'est là où le travail en commun va permettre de cheminer autour de toutes ces périodes d'ajustement qui sont nécessaires pour pouvoir préserver évidemment la sécurité de l'enfant, mais pas seulement, préserver aussi la sécurité de la mère ou du père et des frères aussi, ou des frères et sœurs. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'il faut traiter à la légère les effets même des produits. C'est bien que si les haltes garderies nous téléphonent qu'on est maman ayant trop bu,
rentre dans les réverbères avec la poussette, ils sont mal à l'aise et on ne peut pas traiter à la légère la préoccupation de nos partenaires. Mais bon, c'est là où il faut créer un espace où on peut essayer de déplier cette question-là, de savoir comment on peut percevoir si cette consommation présente ou pas un danger pour l'enfant, et ça ne présente pas toujours un danger pour l'enfant, mais parfois, oui, il faut savoir le penser. Alors, je voulais vous parler de Médée, mais je ne vous parlerai pas de Médée. Médée, il a tué ses enfants, c'était pas très gentil, hein, mais c'est que je voulais vous dire quand même que la question du maternel, puisque je sais bien que c'est une journée sur maternité et addiction, mais je voulais quand même parler des femmes. Donc, c'est vrai que la question du maternel traverse à un moment donné toute femme. Toute femme se pose à un moment donné la question de ce qu'elle a de maternel, si elle va effectivement donner vie à un enfant ou pas. Ce qui ne veut pas dire que la réponse à cette question soit univoque. Et d'ailleurs, peut-être qu'on pourrait différencier désirer un enfant et désirer devenir mère, ce qui n'est peut-être pas tout à fait superposable, et que si on se donnait la peine de réfléchir à ça, peut-être que nos visions seraient, en complexifiant, en fait, on éclaircit les questions. Et il me semblait important aussi de dire que l'aboutissement du féminin, ce n'est pas forcément le maternel. La maternité. Parfois même, c'est l'inverse. Parfois même, la maternité peut être une conduite d'éléments du féminin. Et je pense qu'il est important dans ce moment où, je pense que pour un certain nombre de femmes, je pense à des femmes de la génération qui a précédé la mienne, hein, mais je pense que pour des femmes plus jeunes, c'est vrai aussi, devenir mère est une façon de se plier à quelque chose qu'on voudrait. Voilà, une vraie femme, c'est une femme qui a des enfants. Et que parfois certains en font alors qu'elles n'en ont pas envie. C'est la génération de ma mère. Les autres ont beaucoup vécu ça. Hein, et peut-être que certaines jeunes femmes maintenant, si on leur laissait le libre choix d'être femme, même sans être mère, peut-être que certaines se seraient libérées de ce point. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Est-ce qu'on a le temps de prendre peut-être 2-3 questions dans la salle? Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi je vais me lancer avec une question. Oh mon Dieu. C'est pas un piège. Vous avez fait le parallèle du coup entre un texte écrit en 86 et un texte écrit en 2000. Si vous deviez, si on est un peu dans une forme de prospective et qu'on devait envisager, voilà, vous refassiez l'exercice dans 10 ans, qu'est-ce qui serait marquant selon vous, voilà, quelle tendance se renforcerait? Alors, vous avez remarqué que j'ai cité le texte de 86 et celui de 2000 et pas celui de 2016, parce qu'en fait, je l'ai pas écrit. C'est-à-dire que quand j'ai voulu préparer la journée qui a lieu aujourd'hui, mais qui nous a fallu en novembre, je me suis sortie un peu sèche. Et je me suis dit, oh là là, j'ai pas d'idée, qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver? Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'aller chercher ailleurs. J'étais étonnée de me voir que je n'étais pas sûre d'avoir beaucoup changé. Je pense que si je devais chercher des pistes nouvelles, je travaillerais plus la question de la posture de l'adulte maternant auprès du tout petit bébé, homme et femme. C'est-à-dire que je travaille cette question-là plus à fond. Mais je pense que je travaillerai plus sur... voilà, je ne pense pas que tous les produits soient identiques. Je pense qu'on a des produits d'élection et qu'en fonction du produit d'élection, on va retrouver des situations, y compris au niveau de mon identité de femme ou d'homme, peu m'importe, différentes. Je ne suis pas sûre que les consommateurs de crack ou les consommateurs d'héros ou les consommateurs de tout ce que vous voulez ou d'alcool, ce soit exactement la même histoire. Voilà, et que je m'échinerais à essayer de repérer, pas la même histoire par rapport à l'autre sexe, c'est-à-dire que je ne suis pas sûre que les rapports hommes-femmes soient intérieurs, soient les mêmes, et je pense que le rapport à l'enfant n'est pas le même non plus, me semble. Et je pense que je travaillerai plus là-dessus, mais c'est là où je me suis arrêtée. Et je me suis dit, oh là là, c'est trop compliqué, je n'y arriverai pas. Merci beaucoup. Du coup, on va finir la prochaine intervention.